Je m'appelle Maryse Dumoulin, je suis investie dans l'accompagnement du deuil périnatal, l'accompagnement des parents qui perdent un tout petit et aussi les professionnels qui travaillent dans ce domaine très particulier de la périnatalité. Je suis à la fois maître de conférence des universités en éthique et santé publique à l'université de Lille 2, donc en faculté de médecine, et je suis praticien, médecin praticien dans le service de pathologie maternelle et fétale de l'hôpital Jeanne de Flandre du CHR de Lille. Je suis également investie depuis une dizaine d'années dans le milieu associatif. Nous avons plus cerné cette action associative dans le domaine de la périnatalité et dans l'accompagnement des tout-petits qui décèdent au moment de leur naissance, donc le décès d'un petit enfant en bas âge. Et ça s'appelle l'association Nos Tout-Petits, dans laquelle j'assume pour l'instant la présidence depuis maintenant 2 ans. Alors le deuil périnatal, si on le voit du côté médical strict, c'est perdre un tout petit pendant la grossesse, à partir de 4 mois et demi de la grossesse, du milieu, jusqu'à 6 jours de vie, 6 jours révolus de vie. Ça, c'est une définition qu'on va dire pour les médecins. Il est bien évident que quand on se place dans le champ associatif, ça n'est pas du tout cette définition-là qu'on va garder, puisqu'elle n'est pas habitable par les gens. Par contre, ce qu'on va garder comme critère pour ce fait de perdre un tout petit, ça va être perdre un tout petit pendant la grossesse. C'est souvent 4 mois et demi qui paraît être le seuil bien utilisé par les gens. Et puis soit pendant la grossesse, soit au moment de la naissance, soit après la naissance, et ce jusqu'à ce que le petit bébé ait dans les environs de 1 mois ou 2 mois. Cela étant dit, dans l'association, on a progressivement, à la demande des parents, plutôt élargi notre éventail d'accueil de ces parents. Et il s'avère qu'à l'heure actuelle, on accueille les parents qui ont perdu un tout petit, soit pendant la grossesse, juste après la naissance, ou jusqu'aux 1 ou 2 ans de l'enfant. Ça fait à peu près 10 ans que je rencontre tous les mois des parents réunis en groupe de partage et d'entraide. Ce qui m'apparaît là comme au devant du tableau, quand on perd un tout petit, c'est que ce tout petit, il est peu connu. Il est peu connu, il a établi un lien avec sa mère, certes, avec son père, certes, avec ses frères et sœurs s'il y en avait, avec sa famille élargie, mais c'est un lien très ténu, très mince. Et en tout cas, ce n'est pas c'est dans la majorité des cas, si on parle du deuil du tout petit, eh bien, il n'y a pas de lien physique. Très peu de gens l'ont connu physiquement. Très peu de gens peuvent apprécier ce qu'est toute la réalité de ce petit corps qui n'adviendra jamais. Les parents eux-mêmes ne prennent l'ampleur de ce qu'ils perdent que de longues semaines après. Il y a tellement très peu de souvenirs, il y en a, mais il y en a tellement très peu avec de souvenirs matériels, physiques, concrets, palpables avec ce tout petit, que dans la qualité du lien que l'on instaure progressivement au niveau de la grossesse, au niveau de la naissance et dans les tout premiers jours de vie, eh bien dans cette qualité du lien qu'on est en train d'instaurer, il y aura très peu de souvenirs du passé, de tout ce qui a été la vie de ce petit jusqu'à sa mort, très peu de concrétude du lien pendant le présent, pendant son tout court temps de vie, ou alors extra-utéro, ou alors son court temps de vie intra-utéro, et du coup, toute la qualité du lien, ou toute la quantité du lien, je ne sais pas comment on peut l'exprimer, et tout le lien. Une grande partie du lien, c'est l'avenir qu'on va avoir avec cet enfant. Et c'est énorme, tout s'écroule pour ces gens. Que ce petit-là, il n'a pas d'existence sociale. Donc il y a le moment où il aurait dû naître, il y a le moment où on aurait dû
être en congé maternité, s'occuper de lui. Ensuite, il y a le moment de la fête des mères et des pères. Comment être maman d'un enfant mort? Comment rester maman d'un enfant mort? Comment être papa d'un enfant mort? Comment rester papa d'un enfant mort? Arrivent aussi les fêtes de Noël, qui sont très difficiles à vivre. Il manque toujours un cadeau dans l'arbre pour ce petit. La famille est aussi beaucoup dans l'hésitation, dans la maladresse. Personne ne sait ce qu'il faut faire. Annoncer la mort d'un tout petit que l'on attendait, ou qui vient à peine de naître et qui décède, ou qui décède plus tard, c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer pour les familles. Et c'était tellement compliqué qu'au sein de l'association, des bénévoles, c'est-à-dire pour la plupart des parents endeuillés qui sont devenus bénévoles à leur tour, ont eu l'idée d'aider les parents dans cette démarche d'annonce. Nous avons par exemple sur le site pas mal de modèles de faire-part, chacun peut s'y retrouver, et qui permet aux parents de pouvoir annoncer la naissance et la mort de ce tout petit, ou la naissance concomitamment à la mort de ce tout petit, l'arrivée de ce petit, même s'il est mort, et sans être trop persécutant, sans induire trop de douleur chez des gens qu'ils aiment et à qui ils avaient voulu annoncer cette arrivée. Et donc on a des faire-part soit pour l'enfant suivant, soit pour le jumeau décédé et le jumeau vivant. C'est quelque chose aussi, ça, très compliqué d'annoncer à la fois la naissance d'un des deux enfants attendus et la mort de cet autre enfant attendu également. Donc ça, c'est très compliqué et on comprend que pour les parents, ce soit quelque chose de presque impossible à faire. Dans les groupes de partage et d'entraide, on a beaucoup de papas. Et le papa, bien souvent, quand on prend le temps d'écouter ou quand on prend le temps d'être à côté, on voit qu'il a une angoisse vraiment très grande. Et certains papas nous disent moi j'ai eu peur pour ma femme. Ça nous éclaire sur ce que peut penser un papa au sortir d'un accouchement ou d'un petit enduit de l'enfant, d'un service de néonatologie où l'enfant est décédé. C'est que va devenir ma femme? Il a très peur pour sa femme. Ça, j'en suis certaine. Il a très peur pour sa femme. Oui. Alors, quand c'est un décès anténatal ou pernatal pendant la grossesse ou juste au début de la naissance, le papa se sent un peu, de ce qu'il nous dit, en tout cas de ce qu'il nous en dit, il se sent un peu peut-être de trop, peut-être enfin gauche. Il se sent un peu à côté de la plaque. Parce que il va dire, c'est ma femme physiquement qui porte le choc. C'est en fait, il ne se regarde pas. J'ai l'impression, moi. C'est-à-dire, d'abord ma femme. Donc, moi, je dois tenir. Sans compter qu'il a souvent les enfants aînés à s'occuper. Il ne faut pas oublier que c'est un deuil qui ne se passe pas à la maison pour la plupart du temps. Donc, qui se passe à l'hôpital. Donc, lui, il fait les allées et venues. Il doit mettre au courant le reste de la famille. Il va s'occuper des démarches de déclaration et de funérailles, puisque la maman est alitée, pour tout ce qui est décès anténatal ou pernatal, c'est-à-dire pendant les moments de la néonatologie, les premiers moments. Quand le décès se passe dans un endroit où le bébé a été hospitalisé, mais loin du lieu, à distance du lieu de la maternité, eh bien, il s'avère que c'est lui qui va faire les trajets entre la maternité et le service de néonat. Comme lui, il ne se sent pas souffrant physiquement, il met derrière lui, il met un couvercle sur sa souffrance psychique, et ce qui fait qu'elle lui ressaute au nez quand sa femme va mieux. C'est souvent comme ça. Quand la maman commence à réémerger, ça peut être 2 mois, 6 mois. Dans le deuil périnatal, c'est long. Quelquefois 1 an. Quelquefois à la grossesse suivante. Eh bien, si la femme commence à s'autoriser à aller un peu mieux, ou qu'elle commence à
à ce que sa souffrance psychique soit plus au devant du tableau, hein, c'est-à-dire qu'elle ne s'effondre plus en évoquant le bébé, ou enfin qu'elle tienne debout. Et bien là, certains papas, ou beaucoup de papas pour nous, s'autorisent, ou je sais pas, ça leur prend en pleine figure en fait, je sais pas s'ils s'autorisent, mais en tout cas ils craquent. Et quelquefois de manière très violente et de manière très parlante. Ce sont des papas qui, comme on dit vulgairement, pètent les plombs. Hein, et quelquefois ont besoin soit d'une écoute, personnelle, singulière, particulière, soit d'une hospitalisation, soit ils ne font pas lien avec le décès, ils se demandent un petit peu ce qui arrive, et c'est le couple qui commence à dire bon, ça va plus là. Dans un groupe de partage et d'entraide comme ça, il y avait un papa qui disait bon, je viens pour accompagner ma femme, parce que ma femme m'a demandé. Hein, mais moi, je ne viens pas pour moi. Je viens pas pour moi. Puis à la fin du groupe, ce même papa, bon, il y a eu beaucoup d'échanges, et ce même papa nous a dit au groupe, a dit à tout le monde, bah, tout compte fait, je reconnais que je suis venue et je me suis bien accompagnée, j'ai été bien accompagnée. Et ce qui se passe souvent, dans les premiers temps du groupe en tout cas, c'est ces mamans qui disent, ces mamans seules, qui viennent seules au groupe, ou ces mamans accompagnées, qui disent moi je suis vraiment très en difficulté avec mon mari. La communication est même bloquée parce que j'ai l'impression que le deuil de ce tout petit, la perte de ce tout petit ne l'affecte pas. Moi je pleure et ce papa et mon mari, lui, il pleure pas. La fois dernière je suis allée chercher à la sortie du travail et j'ai vu qu'il prenait un pot avec ses collègues et il riait. Hein, alors pourquoi lui, il se permet de rire, il a oublié notre petit. Et à ce moment-là, le papa, soit dit, enfin ce papa-là, il a dit mais non, je n'ai pas oublié, mais moi, j'ai peur de t'en parler quand je rentre le soir. Travailler, j'ai peur de t'en parler, j'ai peur que ça ravive toute ta souffrance à toi et que tu pleures. C'est très dur pour l'homme qui aime sa femme et qui aime son petit de voir sa femme pleurer. C'est quelque chose d'insupportable. Et tout comme la femme, ça lui est aussi très difficile de voir son mari pleurer, mais quelquefois ça la rassure. Alors que l'homme, lui, il n'est pas rassuré quand sa femme pleure. Souvent, il devient paralysé, puis il se dit ça y est, j'ai encore fait quelque chose qu'il ne fallait pas. De même au moment de la fête des mères et des pères, il faut voir les casse-têtes des papas. Est-ce que je lui souhaite sa fête des mères? D'abord, je suis femme, donc c'est compliqué de proposer quelque chose au papa. Je peux quand même leur dire ben voilà, il y a dans les groupes de partage et d'entraide, en tout cas, leur présence est très précieuse. Leur présence est très précieuse rien que pour eux, puisqu'ils nous disent en tirer profit. Hein. La plus belle parole que j'ai entendue dans les groupes de partage et d'entraide, elle vient du dernier groupe, hein, qui se tient le premier jeudi de chaque mois, donc elle vient du dernier groupe, et au dernier tour, hein, quand on dit un petit peu comment on repart de ce groupe, hein, eh bien, un des papas a dit « c'est le seul lieu d'expression de ma paternité ». J'ai trouvé ça super beau. Super beau. C'était la deuxième fois qu'ils venaient. C'était leur premier enfant. Souvent, des papas nous disent on demande comment ma femme se porte après le décès de notre petit enfant. Personne ne m'a demandé dans mes collègues de travail comment moi j'allais. Hein, et bien là, c'est un lieu où on peut le dire. C'est un lieu aussi où on entend des femmes qui y viennent seules dire je comprends mieux. Grâce à vous qui êtes présents dans les groupes, et bien voilà, vous dites ce que vous ressentez, c'est un beau cadeau pour les autres. Un beau cadeau pour les autres papas, un beau cadeau pour les autres mamans, et un beau cadeau peut-être pour vous après. Pour une maman, perdre un petit, c'est beaucoup de choses. C'est perdre une partie de soi. C'est vraiment perdre une partie de soi sur
quel que soit le moment où intervient cette perte, une maman le disait beaucoup mieux que moi, je me sens amputée. Amputée de ce que j'étais avec cet enfant. Je suis une maman sans en être une, et j'en suis une quand même. D'abord, c'est compliqué parce que vis-à-vis de l'extérieur, le deuil périnatal, c'est perdre un petit. Donc on a l'impression que c'est un petit deuil, hein, forcément. C'est perdre un petit, donc c'est un petit deuil. Et puis, que c'est pas grave. Hein, puisqu'on a dit, cet enfant n'a pas d'existence sociale, il n'est connu de personne, donc ça va vite. Hein, ça n'est pas grave. Et puis, tout le monde l'entend, et on a beau répéter que c'est pas des choses à dire, on le dit toujours. C'est pas grave, tu es jeune, tu en feras un autre. Comme si tout ce paquet d'amour qu'elle avait là, d'un seul coup, on pouvait le réduire à zéro, et puis en fabriquer un autre pour un enfant suivant. Alors qu'elle n'est pas du tout dans ce truc-là, déjà. Hein, c'est-à-dire, c'est nier toute la qualité du lien singulier qui s'était fait avec cette mère et ce petit-là. Donc, quand ce petit décède, eh bien, c'est l'avenir qui s'écroule. C'est une partie d'elle qui part. C'est vraiment une partie d'elle qui part. Ce deuil n'est pas reconnu par le reste des personnes. C'est vraiment compliqué, surtout qu'unanimement autour, on leur dit que c'est rien. C'est vraiment une tristesse inconsolable et elle se regarde d'un très mauvais œil. Ça, c'est très vrai. Elle se regarde d'un très mauvais œil. C'est-à-dire, j'ai été infoutue de faire une chose que n'importe qui sait faire. Faire un gosse. J'ai été infoutue de mettre mon enfant au monde en bonne santé. J'ai été infoutue de mener ma grossesse à terme. J'ai pas été capable de ce que doit être capable toute femme. Hein, c'est moi sa mère. C'est moi qui dois faire attention à lui. Et bien sûr, s'il est mort, c'est de ma faute. Cette intensité de la culpabilité, elle rejoint l'intensité de la culpabilité des personnes endeuillées par un suicide d'un proche. Elle est énorme. Elle est de cette intensité-là. Moi, je la ressens comme ça. Cette culpabilité intense, cette majeure. Et cette autre question qui taraude et qui vient bien se percuter à celle de la culpabilité, c'est de quoi est mort mon enfant? Qu'est-ce qui a bien pu le faire mourir? Hein, et elle se le pose avec la même intensité, que ce soit un décès spontané ou un décès après une IMG. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui a bien pu faire mourir mon enfant? Ou c'est qu'est-ce qui a bien pu avoir que mon enfant ait cette malformation? C'est du même type. Hein, alors comment on se débrouille avec ça? Eh bien ça, c'est un vrai parcours. Et ça met du temps. Et j'avoue qu'en tant que soignante périnatalité, quand je garde que ma casquette de soignante, j'avais l'impression qu'en proposant aux parents de consentir à un examen fœtopathologique, autrement dit une autopsie de leur petit bébé, que ce soit en spontané ou en provoqué, ça allait les aider. Et que moi, avec ma puissance de soignant, j'allais pouvoir leur dire « Mais non, monsieur, mais non, madame, c'est pas de votre faute. Votre petit est mort, mais c'est pas de votre faute, il avait ci, il avait ça. » Et en fait, c'est pas ça du tout qui les soulage. J'ai appris dans l'accompagnement au niveau de mon bénévolat pour aider une personne en deuil, et particulièrement une maman qui a perdu son petit, un papa qui a perdu son petit, dans le versant de la culpabilité, ben déjà, ménager des espaces où ses parents puissent la déposer, leur culpabilité. C'est très important qu'une maman puisse dire à un moment ou à un autre, et que quelqu'un puisse l'entendre, c'est surtout ça, que quelqu'un puisse l'entendre, sans forcément réagir, mais que quelqu'un puisse être la personne, le lieu de dépôt de cette culpabilité intense qu'elle a en elle. Si déjà elle peut dire qu'elle se sent responsable de la mort, elle se sent coupable de la mort de son enfant, c'est déjà beaucoup de lui offrir ce lieu-là. Et ensuite, si on arrive doucement, progressivement,
à faire que cette maman se regarde différemment, c'est-à-dire qu'elle arrive à se projeter et à avoir un regard sur elle différent. Comment on peut y arriver? Bah, peut-être en lui disant, par exemple, voyez, imaginez, vous avez quelqu'un que vous aimez bien, votre sœur jumelle, votre sœur aînée, votre amie, qui est enceinte, et à qui est enceinte là en ce moment, vous venez de me le dire. Il arrive votre histoire. Donc on affecte à l'autre, qu'on aime bien, hein, que cette maman qui a perdu son petit affecte à son amie qu'elle aime bien, sa sœur qu'elle aime bien, la personne qu'elle aime bien, qu'elle lui affecte son parcours. Et elle va savoir faire ça. Et on lui dit, maintenant, cette maman te dit ça. Qu'est-ce que tu lui dis, toi? Cette maman te dit, c'est parce que j'étais aide-soignante à l'hôpital et j'ai perdu mon bébé parce que j'ai nettoyé les plaintes par terre. Hein, je me suis mis à quatre pattes. Là. Elle ne va pas dire que c'est de la faute de son patron qui lui a donné ça à faire. Mais cette maman en deuil, qui a perdu son petit, elle va dire, c'est de ma faute. J'avais qu'à pas me mettre à quatre pattes pour nettoyer les plaintes. Et quand vous lui dites, mais ta collègue là, hein, elle te dit ça. Ta collègue qui est à côté, qui est enceinte et qui est en train de nettoyer les plaintes en même temps que toi, elle te dit ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire à cette personne-là? Qu'est-ce que tu vas lui dire à ta copine? Que c'est de sa faute? Eh ben non. Alors je dis, ça va être difficile. Mais le regard de bienveillance que vous avez, ou que tu as envers cette copine-là, essaye un petit peu à la fois de l'avoir pour toi. Un autre moyen, dans les groupes de partage et d'entraide, ben là on l'a. Forcément, cet échange. Puisque c'est plus l'entretien individuel avec une personne, c'est de l'entraide. C'est pas de la thérapie non plus. C'est de l'entraide et de la solidarité. Il y a une jeune Amélie qui arrive, elle est en plein dans sa culpabilité, l'autre qui est à côté, qui lui dit, bah tu sais, tu crois que c'est parce que tu as fait de la moto, ou que tu as fait du vélo, ou que tu as dépendu tes rideaux, que tu as fait un accouchement prématuré. Bah tu vois, moi, je sais pourquoi ma petite fille est morte. Hein, je suis responsable. C'est moi qui ai demandé à arrêter sa vie dans le cadre d'une interruption médicale de grossesse. Mais ce que je ne savais pas, et ce dont je ne suis pas responsable, c'est de la malformation qu'elle avait. Bien sûr, je suis responsable du fait d'avoir demandé d'arrêter la grossesse. Mais je ne sais pas pourquoi cette petite fille-là que j'avais fabriquée, hein, eh bien, il lui manquait une petite pièce dans son cerveau. Et donc, au bout du parcours, c'est oui, d'accord, je suis responsable d'avoir demandé l'arrêt de ma grossesse, mais je ne suis pas coupable de la malformation qu'avait mon enfant. Et c'est cette espèce de résonance que peuvent avoir les familles les unes avec les autres, qui est bien mieux que notre parole à nous, tout qu'on fait, et qui est de leur dire, oui, c'est vrai qu'il y a, mais on t'a pas voulu la mort de ton enfant, c'est vraiment pas ce que tu as voulu. Et donc on passe au-dessus de la culpabilité, et au lieu que ce soit une culpabilité toxique qui fait tourner en rond, qui nous bloque, ça devient une culpabilité chargée d'énergie et très saine, hein, qui va nous faire nous engager dans nos combats de vie. Un autre enjeu, enfin ce qui perturbe beaucoup le couple parental, la maman et le papa, quand ils perdent un tout petit, le couple se trouve bombardé dans un temps qu'il n'a pas encore eu le temps de s'approprier. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de s'approprier la vie, ou le petit peu de vie de cet enfant, qu'il faut déjà penser à tout ce qui est formalité de sa mort. Mais après, le temps d'après, c'est qu'est-ce qu'on va faire du corps? Et c'est impensable à ce moment-là. Donc, on le fait tout doucement. On doit laisser du temps aux gens, qui n'est pas toujours laissé et qui n'est pas toujours possible. Et puis, les soignants de périnatalité sont au départ pas très formés à ça. Maintenant, au lieu de choisir le papier peint, la chambre à coucher, le petit berceau, le petit lit, eh bien, ils doivent choisir un cercueil. Et donc, je veux dire par là que c'est un décès qui, dans le temps, se passe tellement en collusion avec le temps de la naissance que
Les parents n'ont pas toujours les ressources et les capacités physiques et psychiques de prendre toutes les mesures qu'on prend habituellement en cas d'un décès qui se passe longtemps après une naissance ou un certain temps après la naissance. Accueillir un petit bébé mort, d'abord au moment de l'accouchement, en néonate c'est différent, mais au moment de l'accouchement, se dire que les soignants de périnatalité doivent tout doucement faire le terrain en disant, préparer le terrain en disant à ces gens, bon ben voilà, maintenant on va se poser un peu, hein. Tout a été dit en ce qui concerne ce qui allait effectivement arriver quant à la vie ou la mort de l'enfant. Bon, maintenant le diagnostic est posé, hein, ou la décision est prise, et bien maintenant, comment va-t-on faire? D'abord, c'est impensable pour une femme au départ de dire qu'elle va accoucher de son enfant. Il est mort, il n'existe plus pendant tout un moment. Hein, il n'existe plus, donc doucement, on est obligé de lui dire, en prenant son temps, eh ben, il va falloir accoucher de cet enfant-là. Quand il est monstrueux, c'est pareil. Il est monstrueux, donc c'est plus notre enfant. C'est plus l'enfant qu'on avait projeté d'attendre. C'est plus l'enfant qu'on avait imaginé. Et comme c'est plus l'enfant qu'on a imaginé, eh ben, il est déjà mort, quoi. Il est tué, donc il n'existe plus. Les femmes nous disent volontiers, ben, j'ai envie à ce moment-là qu'on me fasse une césarienne, n'importe quoi, que je me réveille, qu'il n'y ait rien arrivé, et puis que tout est comme ça. Ah, et qu'il n'y ait rien arrivé. Et puis on est obligé de leur dire, eh ben non, ça ne peut pas se passer comme ça. D'abord, on ne peut pas accoucher comme ça, sur le moment. Donc il va falloir se préparer à l'accouchement. Et c'est en quelque sorte un temps pour se préparer à la venue de cet enfant qui va être mort ou qui ne va pas vivre longtemps. Une naissance, ça se passe comme ça. Donc on va avoir ce petit bébé-là, il va naître. C'est pas parce qu'il est mort qu'il ne va pas naître. C'est pas parce qu'il est très malade qu'il ne va pas naître. Et quand il va naître, eh bien, vous pourrez, si vous en avez l'énergie, si vous en avez l'envie, si vous en avez le souci, eh bien, vous pourrez le tenir un peu dans vos bras, vous pourrez le regarder, vous pourrez passer un petit peu de temps avec lui. Mais ça paraît impensable à ce moment-là. Imaginez, on dit ça à une dame, hein, dans le cadre d'une IMG, on dit ça à une dame qui attend son bébé dans son ventre, qui est tout le temps vivant dans son ventre, ou qui vient mourir, et on lui dit, ben voilà, hein, il va naître, et puis, comme pour tout enfant qui vient au monde, vous aurez la possibilité de le voir, mais pour elle, c'est... Donc il faut le dire en plusieurs étapes, tout doucement, et c'est très compliqué pour une maman et un papa de se dire, eh bien, je vais enfin découvrir la bouille de mon gosse, mais il est mort. On l'accueille comme un petit bébé qui est vivant, qui ne demande pas d'attention au niveau de la prise en charge de sa vie, mais qui au moins demande de l'attention par rapport à son corps, donc on l'habille, etc. Une des choses qui peut tarauder les parents d'enfants mort-nés, c'est qu'est-ce qu'on a donc bien fait du corps de mon enfant? Puisque comme ils ne s'en sont pas occupés parce qu'ils étaient accablés, c'est l'hôpital qui s'en est occupé à leur place, mais ils ne le savent pas de quelle façon l'hôpital s'en est occupé. Avant 93, on ne savait rien de ce que devenaient ces petits bébés, même quand ils avaient vécu. Et maintenant, eh bien, il y a des lois, les lois ont bougé, grâce aux associations de parents endeuillés, grâce aux parents endeuillés, grâce aux soignants de périnatalité, c'est devenu des lois, c'est devenu une réglementation, et on est obligé de travailler dans la transparence. Et ça, la traçabilité du corps de l'enfant, c'est très important. On ne peut pas imaginer que ces couples puissent se remettre sans... en restant dans le fantasme de ce qu'on a pu faire du corps de leur enfant, quel que soit le degré de développement de cet enfant. Dans les groupes de partage et d'entraide, hein, quand on voit beaucoup les mamans après, et puis même dans notre exercice professionnel, il y a des mamans qui ont besoin tout de suite de se dire, est-ce que je vais être capable d'avoir un autre enfant? Il y en a d'autres qui ont simplement le souci de savoir si
avec cet enfant mort, leur fertilité, leur fécondité est quand même maintenue. Il y a d'autres mamans qui l'expriment différemment. L'absence de cet enfant, elle est physique. Pendant tout un moment, tout de suite après l'accouchement, c'est vraiment une cruelle absence, un manque physique énorme. Un manque physique énorme, c'est-à-dire, ce petit-là, je ne l'ai pas là. Et donc, elles ont un besoin de tenir quelque chose là, qui quelquefois peut venir se confondre avec ce souci d'en avoir un très vite pour le tenir là. Tout en se disant bien, c'est pas celui qui était là. C'est ça qui est compliqué dans le deuil périnatal. C'est que quand vous perdez un enfant de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, que vous refaites un autre bébé après, eh bien vous ne récupérez pas un bébé de 6 mois. Vous ne récupérez pas un bébé d'1 an. Vous ne récupérez pas un enfant de 6 ans. Mais dans le deuil périnatal, vous perdez un bébé, ce qui dans notre société s'appelle un bébé, et à la grossesse d'après, vous récupérez un bébé. Ça c'est perturbant. C'est perturbant. Et donc, la grossesse suivante, eh bien, soit elle vient très vite, soit les gens disent, plus jamais. Je ne veux plus repasser par là. Dans les temps, tout de suite après. La maman dit, ah non, ça je ne suis pas capable. Vivre ça une seconde fois, ah non, pas possible. C'est à la fois, j'ai envie d'accueillir la vie, j'ai envie de tenir un tout petit bébé dans mes bras, j'ai envie d'avoir un nouveau petit bébé, et j'ai plus envie c'est normal, j'ai plus envie de cette souffrance-là. Hein. Et donc, il se passe un temps avant de pouvoir se dire, je veux faire un petit frère ou une petite sœur au petit bébé que j'ai perdu et que j'ai pas eu. Et cette grossesse suivante, alors soit elle arrive inopinément, ça arrive, hein, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait exprès. Voilà. Ou soit ça arrive, on y met un coup. Alors là, c'est compliqué aussi. Parce que ils remettent un coup pour faire le suivant, c'est repassé par les lieux où l'enfant mort est passé. C'est avoir du plaisir dans les lieux intimes même où on a eu la mort. Compliqué. C'est compliqué. La reprise des relations sexuelles après le décès d'un tout petit, c'est compliqué. Toutes les femmes avec lesquelles j'ai pu passer un peu de temps et avec lesquelles j'ai pu cheminer un peu, se disent très angoissées par rapport à cette grossesse-là. Se disent que ça sera un nouveau parcours du combattant et un réel parcours du combattant. Et la plupart des femmes ne sont pleinement rassurées que quand ils tiennent leur petit. Et c'est vraiment le bébé de la restauration. C'est superbe. Alors pendant longtemps, même encore maintenant, je me dis, bon, quand je suis avec les parents qui nous posent la question, qu'est-ce qu'on fait, bon, eh bien, je me dis, bon, bah écoutez, vous prenez toute l'énergie, vous passez du temps, vous prenez tous les moyens pour vous remettre le mieux possible. Et quand vous serez prêt, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, à accueillir une vie qui va arriver, eh bien ça se fera. Probablement que cette grossesse-là, elle est très restauratrice. Elle vient remettre du baume au narcissisme blessé. Hein, c'est une grosse blessure narcissique de perdre son petit. Il y a environ 10 ans, on a mis une structure associative sur pied qui porte actuellement le nom de Nos Tout Petits, qui est une association d'aide qui a pour objectif principal d'aider les parents en deuil d'un tout petit. En deuil d'un tout petit, c'est-à-dire d'un petit bébé qui serait décédé pendant la grossesse, au moment de la naissance, en néonatologie, dans les services de néonatologie, ou après être venu chez soi à la maison, qu'il soit décédé quand il était tout petit, en bas âge. Alors les objectifs de cette association sont d'aider. En priorité, c'est ça. Aider des parents confrontés au décès de leur tout petit. Les accompagner dans cette période de temps si difficile. Le deuxième objectif, c'est de
rendre public et connu ce que c'est que perdre un tout petit. Parce que ça atteint tellement les gens que c'était important pour nous de bien expliquer ce qu'était perdre un tout petit pour tout un chacun. Et particulièrement pour ces parents-là. Et pour le reste de la famille, pour qu'on évite les maladresses, pour les soignants, pour tout le monde. Et l'autre objectif, c'était donc de sensibiliser les soignants de périnatalité et les associations d'aide au deuil dans ce type de deuil tout à fait particulier. Alors, comment fait-on? Avec quels moyens peut-on assurer ces objectifs? Eh bien, d'abord, il faut une équipe de bénévoles. Donc, les bénévoles dans notre association, ce sont soit des soignants de périnatalité, soit des administratifs de périnatalité, soit des parents en deuil, soit encore des personnes de la cité qui ont cœur à devenir bénévoles dans notre association. Et en plus, ces bénévoles formés doivent être supervisés. C'est-à-dire que dans leur contact avec la personne en deuil, dans les différents moyens, dans les différentes activités sur lesquelles je vais revenir pour accompagner la personne en deuil, et bien qu'on puisse, entre eux, bénévoles, avec des professionnels qualifiés, compétents, et bien voir un peu ce qu'il en est de notre accompagnement et de ne pas trop être percuté par sa propre histoire pour aider les autres. En premier temps, on propose des entretiens de suivi de deuil individuel. Ensuite, on a mis en place des groupes de partage et d'entraide. Ça fait 10 ans, ça va faire la 10e année que nous animons et nous co-animons des groupes de partage et d'entraide qui sont assez particuliers dans notre association de tout petits, c'est-à-dire qu'on y côtoie, ce sont des groupes dits ouverts, c'est-à-dire qui sont accueillis, à la fois des parents qui ont perdu un tout petit dans le cadre de la période périnatale, c'est-à-dire avant la naissance ou après la naissance ou un enfant en bas âge, parents, père et mère, ce ne sont pas les grands-parents ni la fratrie, c'est que pour les parents, mais aussi des soignants de périnatalité et des administratifs de périnatalité qui désirent, au contact des parents, mieux comprendre ce qui les touche pour mieux les accompagner par la suite dans leur parcours, dans leur temps d'hospitalisation et après. Et lors de la grossesse suivante, par exemple. Donc ça, c'est une caractéristique à laquelle nous tenions beaucoup, ma collègue obstétricienne et moi-même, puisque nous avons tellement appris des parents qu'il nous semblait impensable que nos collègues, nos jeunes collègues qui allaient prendre notre suite après, et puis nos collègues actuels, n'en bénéficient pas de cet apport-là. Ce ne sont pas des groupes de thérapie. Si ça a un effet thérapeutique sur les gens, ça leur garde de le dire. Oui, pour moi, ça a été bénéfique, etc., etc. Mais ça n'est pas un objectif thérapeutique au départ. C'est-à-dire, ça ne rentre pas dans une chaîne de soins. C'est dans une dynamique d'entraide, de solidarité et de partage. Je pense que ça, c'est important. Très vite, dans le deuil périnatal, parce qu'il est particulier et parce qu'il y a des enjeux juridiques de reconnaissance de cet enfant très importants, on a mis en place une aide juridique. Et notamment une aide pour la déclaration, le devenir des corps et retrouver ces corps après, parce que c'est quelquefois très compliqué. On a un site internet qui est également très important. Ce site internet est www.notupetits.org. Alors ce site internet donne toutes les activités menées dans l'association. Il est le lieu où on peut déposer son témoignage, c'est très important, quel que soit ce qu'on a vécu. Ensuite, nous faisons depuis peu de temps des ateliers fratries, c'est-à-dire les frères et sœurs aînés ou puinés de ces enfants décédés et dans des tranches d'âge. On a donc serié par tranche d'âge, bien sûr. Ensuite, ça vient aussi des parents endeuillés. Eh bien, on a mis en place, à leur demande, et quand je dis à leur, c'est les parents endeuillés, 2 temps très importants qui servent en même temps de commémoration et de non-oubli. Ce qui est le but du chemin de deuil, c'est de ne pas oublier ce petit et de lui laisser encore une place, en tout cas dans nos cœurs, puisqu'on n'a pas envie qu'il soit oublié des autres, mais ça, les autres, on n'a pas moyen. Et bien donc, on organise 2 temps, qui sont les lâchers de ballon, le lâcher de ballon, qui est un temps là qui peut être familial et amical, c'est-à-dire que les parents endeuillés qui ont perdu un petit viennent lâcher le ballon un samedi après-midi entre la fête des mères et la fête des pères.
et chacun est accroche au ballon, qu'on soit, alors à ce moment-là, père ou mère, grand-père, grand-mère, arrière-grand-mère, puisque ça arrive, frères et sœurs, ou amis, ou parrain, ou marraine, eh bien, on accroche ce qu'on a envie de dire à ce petit-là. Et puis, les ballons partent. Et c'est très dur, la première année, justement. On voit bien que ce sont des commémorations. C'est très dur pour les mamans. Il y a des nombreuses... Il y a un certain nombre de parents à qui on dit vous n'êtes pas obligé de lâcher le ballon parce qu'on s'est aperçu que la première année, ils ne lâchaient pas leur ballon. Qu'il fallait un petit peu de temps avant qu'ils le lâchent. Et on comprend bien. Et l'autre temps, c'est le temps de Noël, qui est vraiment très beau. Alors ces deux temps figurent sur le site, hein. Vous pouvez aller les voir. Depuis le temps qu'ils existent, il y a toujours un petit reportage. Les actions ponctuelles se situent à Lille, mais bien sûr le site, il est abordable par tout le monde et on répond à tous les gens sur le site qui nous écrivent. Sur le site, il n'y a pas de problème. D'autres associations, Nos Tout Petits, sont nées depuis. Il y a celle d'Alsace, qui s'appelle Nos Tout Petits d'Alsace, qui fonctionne sur le même procédé que nous, qui a un site également. Et il y a Nos Tout Petits de la Réunion, hein, qui sont aussi sur ce site. Il y a bien sûr de nombreuses autres associations de partage et d'entraide construites sur le même mode, qui fonctionnent à peu près sur le même mode que nous. Pour citer nos principaux associations collaboratrices, vous avez Naître et Vivre, hein, qui fonctionne, qui a un site national aussi. Vous avez des petites associations plus locales, et donc vous avez les coordonnées sur notre site. Vous avez également, j'allais l'oublier et c'était fort important, l'Enfant sans nom, qui est la plus vieille association au niveau de l'aide au deuil périnatal, hein, qui a plus de 10 ans d'existence, qui a un site aussi et un forum national. Alors pour les soignants qui s'occupent de ces couples qui perdent un petit, le travail est extrêmement complexe. Pour nous aider dans ce boulot compliqué, je pense que... moi, j'ai trouvé de l'aide, en tout cas. Je vous livre pour ce que j'en ai trouvé, moi, dans les groupes de partage et d'entraide. Comment, à partir de l'histoire de ces gens, comment on peut comprendre qu'il est important de leur laisser un espace où ils puissent pleurer, en notre présence, qu'on puisse éventuellement, nous aussi, faire voir nos émotions, faire voir à ces gens qu'on est touché aussi par la mort de leur petit, que c'est aussi notre patient et que c'est pas n'importe qui. Hein, et plutôt que de fuir, je crois que là, la fuite, c'est le pire qui puisse arriver pour ces gens. Et je pense que la meilleure façon de se conduire, la meilleure façon en tout cas d'être le moins démuni possible, c'est de rester présent. Et pour pouvoir rester présent, eh bien, il existe pas mal de formations. Hein. Donc nous, dans le cadre de l'association, on en organise pas mal. Hein. C'est facile de les trouver sur notre site. Et pouvoir assister à des rencontres où les parents assister à nos groupes de parole, par exemple, chez nous. Ça les permet de faire beaucoup moins de maladresse, de voir que ce que souhaitent les parents, ce que demandent les parents aux soignants, c'est pas le Pérou, hein. C'est pas inaccessible, c'est d'être là. Et on peut avoir des faiblesses, ça les parents nous le concèdent. Ils ne nous demandent pas d'être des surhommes et des surfemmes. Ils nous demandent d'être là, témoins d'une humanité, témoins de leur courte vie d'enfant. On va être souvent les seuls témoins de la vie de ces enfants. Même les grands-parents de cet enfant, même leurs propres parents ne seront pas témoins de ce que nous, on sera témoins. Pour eux, c'est très important. Ils ont perdu quelqu'un. Et d'être avec eux, plutôt que de les fuir, ça leur montre, oui, on peut s'en sortir. Si tout le monde fuit, personne ne pourra s'en sortir. Donc ne pas les abandonner pour la grossesse suivante. Ce seront des parents qui seront plus demandeurs à être assurés, qui seront plus enclins à venir aux urgences. Ne pas hésiter à rentrer dans leur chambre. Si on a peur d'y rentrer tout seul, on peut y rentrer à deux. Hein, en tout cas, se former. Et puis, d'oser dire aux parents, hein, si on a envie de fuir, d'oser dire aux parents combien il nous est difficile de rester près d'eux. Combien l'émotion nous envahit. Rien que ça, c'est précieux. C'est
une expérience, une des plus douloureuses que je connaisse pour un couple, pour une famille. Se remettre, avoir à vivre la mort de son tout petit, avoir à vivre la mort de son enfant, c'est quelque chose de très compliqué. Et de ces 10 ans de contact, 20 ans de contact très proche avec ses parents qui perdent un tout petit, je suis émerveillée des ressources qu'ont ces gens. Mais vraiment émerveillée. C'est-à-dire qu'au plus profond de leur malheur, de leur tristesse, comment ils savent trouver une étincelle d'énergie, rien n'est jamais perdu. On peut doucement faire que ce petit, il prenne une place dans notre vie, dans notre histoire de vie, et qu'il prenne une place sur laquelle on puisse s'appuyer. Oui, on se relève, et je crois que c'est ce que viennent chercher les gens dans les groupes de partage et d'entraide. C'est de se dire, c'est vrai, c'est effroyable, ils sont englués à un moment de leur vie où ils se disent, c'est pas possible de se relever de cette affaire-là. C'est pas possible, je vais devoir arrêter, enfin je vais arrêter de vivre là. Je sais vraiment pas s'il y a un lendemain à cette affaire-là. Je suis dans le gouffre. Et ils viennent au groupe et ils voient des parents qui savent rire, ils voient des parents qui ont été aux prises avec cette même commune épreuve douloureuse, qui l'ont vécue il y a quelque temps, plus ou moins longtemps, souvent un peu plus de temps qu'eux, et puis qui lui dit, mais vous savez, qui leur disent, mais vous savez, on s'en remet. On s'en remet de cette affaire-là. On s'en remet et on arrive, on accorde une valeur différente à la vie. On a réengagé nos combats de vie de manière différente. Et vraiment, les parents dans les groupes de partage et d'entraide, les parents, j'allais dire les vieux endeuillés, ceux qui ont de l'expérience, arrivent à dire aux autres, vous savez, on s'en remet de cette affaire-là. Vous verrez, on peut ressourire à la vie. Et on apprécie toutes les choses sous un autre regard. Et il y a une maman dans un groupe qui avait perdu ses 2 enfants jumeaux, qui a dit, pour moi c'est même plus une peine, c'est doux. Je trouve que c'est plus beau que ce que je peux dire.